Blanche. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup. Tu sais que c'est... Alors, j'avais vu passer ton livre, mais ce sont beaucoup de mes auditrices qui m'ont dit il faut absolument que tu reçoives Blanche parce que tu as 3 filles et elle parle de ça, de ce thème-là. Donc, je suis très contente que tu sois là. Et j'ai une première question. C'était comment de grandir avec 2 sœurs? Parce que toi, tu es issue d'une fratrie, on va en parler après, mais de 3 filles. Effectivement, donc moi j'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur, donc je suis celle du milieu. Et c'est vrai que c'est un positionnement qu'on a parfois tendance à diaboliser un petit peu. On se dit, celle du milieu, c'est un peu bâtard. C'est-à-dire que l'aînée, elle a ce privilège de la première arrivée, et puis la petite dernière, on lui cède un petit peu tout. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. C'est vrai que petite, je me plaignais parce que j'avais pas ma chambre toute seule, parce que j'avais toujours le sentiment d'être un peu prise en étau entre mon aînée et ma benjamine. Mais finalement, le fait qu'il y ait très peu d'injonctions qui pèsent sur celle du milieu, d'une certaine manière, ça vous libère. Et puis avoir un modèle qui est le modèle de votre grande sœur d'un côté, et puis une compagnonne de jeu qui est votre petite sœur, et qui d'ailleurs, au fil des années, peut aussi se transformer en modèle, parce que le modèle n'est pas l'apanage de l'aîné. Finalement, moi, je crois que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Et puis, ça m'a apporté cet environnement féminin très proche. Mes sœurs et moi, on a très peu d'écart d'âge, et donc une forme de complicité. Évidemment aussi beaucoup de disputes, mais qui sont une forme d'apprentissage de la vie en commun, de faire des concessions, d'essayer de comprendre l'autre. Donc moi, ça m'a apporté essentiellement des choses très positives. Tes parents, ils voulaient 3 enfants? Ils voulaient 3... C'est marrant, c'est une question que je leur ai jamais posée, mais je pense, oui, ma maman, je sais qu'ils aimaient beaucoup, ils avaient très envie de former une famille. Mes parents se sont rencontrés très très jeunes, ils se sont rencontrés au collège et ils se sont jamais quittés depuis. Et donc oui, il y avait cette volonté-là d'élever des enfants. Notre maman s'est beaucoup occupée de nous, elle travaillait pas quand on était petite. Et donc oui, on a grandi dans cet environnement-là. Alors, tu as sorti donc celui dont j'ai parlé, Le Château de mes sœurs. Je le montre pour si vous regardez sur YouTube. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire sur ces fratries? On a un problème de mots, donc tu vas nous en parler sur ce sujet-là, en tout cas. C'est précisément ça le point de départ. C'est-à-dire que mes sœurs et moi, on forme une fratrie. Or, on est 3 filles. Et donc, la logique voudrait qu'il y ait un mot particulier, à part, qui puisse nous définir en tant que fratrie de sœurs. Non, vous êtes 4 filles, vous êtes une fratrie. Vous êtes 4 frères, vous êtes une fratrie. Vous êtes 2 sœurs et 2 frères, vous êtes encore une fratrie. Et donc, je me suis dit, c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas de fraternité sans fratrie. Et il y a une sororité qui est un mot qu'on attaque, qui est un mot toujours... fragile, et on voit à quel point les combats féministes sont jamais loin d'être remportés de façon définitive. Et il manque un petit peu, en quelque sorte, cet état antérieur qui est cette relation entre sœurs. Et donc je me suis dit, à défaut du mot, je vais essayer de comprendre ce que c'est que la complexité des relations entre sœurs, parce que, on l'a dit à l'instant, moi c'est quelque chose qui est constitutif de mon identité. J'ai grandi avec 2 sœurs. Pour moi, ça explique une infinité de choses sur mon comportement, sur mes appréhensions, sur mes doutes, mais aussi sur mes forces et sur plein de choses dans ma vie. Donc, je me disais, cette lacune, elle est vraiment dommageable. Et donc, à défaut du mot, je vais essayer de comprendre ce que ça dit, loin des clichés, surtout qu'on véhicule très souvent sur les sœurs, qui sont d'ailleurs, en quelque sorte, les clichés qui se propagent sur les femmes en général. C'est-à-dire que les sœurs, elles seraient toujours jalouses, elles seraient en rivalité permanente, ce seraient des chippies qui se chamaillent. Et donc, je voulais aller un petit peu au-delà de ces stéréotypes qui, je pense, enferment les relations entre sœurs et montrer une autre image. Et c'est le sous-titre du livre, des Brontë aux Kardashian. Et on voit que l'écart est immense entre ces 2 fratries-là, entre nos écrivaines de l'Angleterre victorienne d'un côté et puis les sœurs Kardashian de l'autre. On voit que c'est pas le même monde, mais il y a pourtant des choses qui les lient, et c'est cette histoire un petit peu bizarre que je voulais retracer. Et quand tu commences à écrire, tu te dis pas que ce mot sororie, ça peut être un mot. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas? Alors, c'est un mot, effectivement. Il y a un historien spécialiste des frères et sœurs qui s'appelle Didier Lett et qui utilise sororie. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est très, très peu usité. Et moi, l'ambition du livre, c'était moins d'imposer un nouveau mot dans le dictionnaire que plutôt de faire un petit peu la démonstration de l'utilité, de singulariser cette configuration-là. Mais effectivement, les questions du langage, on sait que tout commence par là. Le langage, c'est un empire et on voit tout ce qui charrie
avec lui dans les représentations, dans la façon d'envisager le monde. Et donc, on voit, il y a eu énormément de débats sur la féminisation d'un certain nombre de mots. Et c'est pas juste une question de vocabulaire derrière. C'est une question de pouvoir, c'est une question de rapport au monde. Et donc, moi, je voulais aussi tirer tout ce substrat-là qu'il y avait derrière cette question de pur vocabulaire. Alors, ton livre, j'ai trouvé vraiment hyper puissant parce qu'on ne lit jamais ce type de choses sur nos relations féminines, je trouve. J'avais, moi, jamais réalisé à quel point j'ai été influencée par la façon dont on décrit les relations de sœurs dans les médias, dans les livres, dans la littérature, dans les... Tu parles de la série de Charmed, notamment. Et comment ça nous façonne de ce que devrait être la relation entre sœurs. Tu parlais de cette jalousie, de cette rivalité, alors que c'est pas ce que j'ai vécu, au final, avec moi, ma sœur. Pourquoi est-ce que ça a été si mal vécu, déjà, à l'époque, si on prend les premiers chapitres de ton livre, où tu parles des indésirables, des filles ? Alors effectivement, le point de départ le premier chapitre du livre, c'est de dire finalement s'il n'y a pas de mots pour qualifier les fratries de filles, c'est parce que ça désigne une réalité dont on n'a longtemps pas voulu. C'est-à-dire que dans des sociétés largement patrilinéaires où la descendance elle passe d'abord par le fils, n'avoir que des filles, c'était considéré comme une forme d'échec. Et donc à quoi bon nommer l'indésirable ? Donc on ne sait pas, on n'a pas cherché à nommer cette réalité-là dans la mesure où cette réalité-là, elle était redoutée. Et elle l'est encore d'ailleurs. J'en parle dans le livre, dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Inde, où du fait du système de dot, vous savez, qui est cet apport financier que la famille de la jeune mariée doit donner à la famille du marié, ça fait peser une contrainte financière absolument considérable sur un certain nombre de familles, qui fait que la fille est considérée comme un fardeau financier avant tout, et donc elle est indésirable. Et donc si une est indésirable, vous imaginez bien que 3, 4, 5, c'est d'autant plus repoussoir comme modèle. Donc c'est vrai, et ça c'est un phénomène que je qualifie dans le livre de la façon suivante, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la multitude. Je m'explique, normalement, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes puissants. C'est arithmétique, c'est la logique implacable. Et bien avec les fratries de sœurs, on a inversé cette logique-là, et en réalité, plus vous êtes nombreuses, moins vous êtes puissantes. Parce que vous représentez un fardeau, essentiellement financier en l'occurrence, considérable pour vos parents. Pensez à ce roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, les 5 sœurs Bennet. 5 sœurs Bennet, pour le pauvre père Bennet, c'est vraiment un enfer, parce que du fait de la législation victorienne de l'époque, les filles ne pouvaient pas hériter des terres. Donc il fallait aller chercher un obscur cousin, je ne sais où dans le pays, pour assurer cet héritage de notamment la fortune mobilière des parents. Et ensuite, il fallait marier chacune des 5 filles. Il ne fallait pas simplement les marier, il fallait aussi les marier dans le bon ordre, c'est-à-dire commencer par l'aînée et puis aller progressivement, parce que c'était outrage de marier la cadette avant son aîné. Et puis en plus de ça, il fallait bien les marier, c'est-à-dire trouver de bonnes familles convenables et donc être en mesure aussi d'apporter une dot qui était suffisante et qui était à la hauteur. Et donc c'est vrai que pendant des siècles, tout aussi bien d'ailleurs en France, dans des sociétés occidentales jusqu'à très récemment, ça a été considéré comme un fardeau. Et même encore aujourd'hui, on voit des petits relents de ça. On en parlait hors antenne avant de commencer l'émission, mais on vous dit « Ah, t'as que des filles. Ah, mince, pas de garçons. » Et il y a encore cette espèce d'imprégnation pour réussir un petit peu sa descendance, il faut qu'à un moment donné, il y ait un fils. Et ça reste encore très imprimé dans nos sociétés, dans nos mentalités. Et il faut qu'on arrive, une fois pour toutes, à s'en débarrasser. C'est vrai que je te donnais l'exemple de... J'ai 3 filles, évidemment. Systématiquement, si on annonce nos situations, on va voir mon mari en lui disant « Mais c'est pas trop dur, tu voulais pas un 4e pour faire un garçon ?» Vraiment, cette notion de notre famille n'est pas complète. Parce qu'il n'y a pas de garçon. Et mon mari est forcément au bout de sa vie parce qu'il a 3 filles. Ouais. Et on est en 2025. Ouais, c'est exactement. toujours le cas. Je mentionne dans mon livre, moi, une amie avec qui j'ai tout de suite voulu parler quand je me suis lancée dans la rédaction, parce qu'on se connaît depuis l'école maternelle, et elles sont 5 filles. Et elle me raconte, quand je me présente aujourd'hui à des gens que je ne connais pas et que je leur dis, ben voilà, j'ai 4 sœurs, on est 5 sœurs, les gens lui répondent, oh, ton pauvre papa. Et dit voilà, ça c'est quand même très révélateur que même encore aujourd'hui, en 2025, la réaction un petit peu pavlovienne qui vienne quand on décrit une fratrie uniquement composée de filles et en plus pléthorique, ce soit mince, ton pauvre papa. Et ça, voilà, il faut encore lutter un petit peu pour combattre ces préjugés-là. Mais ça va prendre du temps parce qu'aujourd'hui, c'est pas la dot, évidemment, c'est pas l'héritage, c'est aussi parce que les hommes se projettent tout de suite dans le fait que ma fille va avoir une vie sexuelle et il va falloir que je gère en tant qu'homme,
en sachant très bien comment se comportent mes congénères, d'accepter que ma fille va être exposée à ça. Je sais qu'à chaque fois, c'est la réaction des amis de mon mari de « Oh là là, à l'adolescence, tu vas devoir accepter. » Bah oui, elles auront une vie sexuelle comme tout le monde, en fait. Ce qui vaut aussi pour les jeunes garçons. Oui, mais on s'en fiche, c'est valorisé, tu sais très bien. Ouais, non, et donc c'est vrai qu'il y a aussi une peur. Après, il y a des craintes qui sont parfois légitimes sur, voilà, quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on découvre depuis MeToo sur les violences sexuelles, etc. Donc il y a une appréhension qui, oui, encore une fois, est légitime s'agissant d'élever des filles. Se dire aussi comment on va élever des filles, comment est-ce qu'on fait en sorte de les protéger sans être ultra protecteur et les enfermer. Je pense que c'est des questions qui ne sont pas simples, au même titre d'ailleurs que ça ne doit pas être simple aujourd'hui, du fait de ces réalités-là, d'élever un garçon. Et c'est aussi une responsabilité immense en tant que mère, et il faut le rappeler, c'est le cas pour l'un comme pour l'autre, et il n'y a pas une bonne et une mauvaise option. Dans ton livre, tu donnes des chiffres aussi, parce que tu donnais l'exemple de l'Inde où c'est un fardeau d'être une fille pour les familles. Mais c'est des millions et des millions et des millions de femmes qui ne sont pas nées. Exactement, des femmes qui ne sont pas nées du fait des avortements sélectifs, au point qu'à un moment, on avait interdit dans le pays les échographies qui révélaient le sexe parce qu'on se disait ça va générer trop d'avortements sélectifs au détriment des naissances féminines. Il y a ça, et puis il y a aussi la maltraitance infantile, c'est-à-dire quand une petite fille qui naît, tout simplement la laisser mourir. Ça, c'est des comportements qu'on observait en Inde et qu'on observe parfois encore toujours et qui sont absolument désastreux. Donc oui, il y a ce chiffre très préoccupant des femmes manquantes. C'était le cas aussi en Chine, du fait pendant longtemps. Alors c'est plus le cas aujourd'hui parce que la politique de l'enfant unique a été levée en Chine depuis le tournant des années 2013-2015. Et d'ailleurs maintenant le pays se retrouve confronté à un déficit démographique et notamment un déficit de naissance féminine et donc s'engage dans une politique nataliste qui est totalement différente. Mais c'est vrai que là aussi, du fait de la politique de l'enfant unique, quitte à avoir un enfant unique, il valait mieux avoir un garçon. Et donc là aussi, vous aviez un déficit des naissances féminines en Chine qui était très important. Oui, tu disais que dans le livre, il n'y a jamais été écrit de vouloir avoir un enfant unique garçon, mais c'est comme ça bien que sûr, ça a été interprété. L'enfant unique, c'était égal à avoir un garçon. Ça se paraissait totalement naturel. Dans le livre, tu expliques qu'on est passé des sœurs soumises, des sœurs non désirées au final, à aujourd'hui on commence à être sur les sœurs beaucoup plus indépendantes, puissantes, fortes. Tu fais vraiment tu balayes très largement, parce que j'ai adoré sur ça, sur la culture, parce que on passe, tu disais, des sœurs Brontë aux Kardashian, aux sœurs Williams. Tu parles beaucoup de sport là-dedans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pu avoir cette évolution jusqu'aux années 2020 ? Alors, il y a des évolutions sociétales, évidemment, d'ampleur, dans le droit, la suppression de la dot, qui arrivait très tardivement, je crois, dans les années 60 en France. Alors, évidemment, la pratique n'était plus du tout mise en place, mais il y avait quand même l'ancrage dans la loi qui est resté très longtemps. Et donc, toutes les révolutions féministes à partir des années 70 qui ont permis, évidemment, de façon plus large, de reconsidérer la place des femmes et donc, d'une certaine manière, la place des sœurs. Mais moi, un des sujets aussi sur lequel j'insiste dans le livre, c'est le poids des représentations. C'est-à-dire, voilà, quand vous êtes une petite fille et qu'on vous éduque avec les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, vous dites, être une petite fille, c'est être bien sage, jolie, assortie, un petit modèle de discrétion, de gentillesse, d'altruisme. Et donc, quand vous êtes une petite fille qui ne correspond pas à ces canons-là, vous dites, mince, alors, je ne suis pas là où je devrais être, ou je fais mal mon rôle, je ne suis pas dans mon rôle de petite fille normale. Et ça crée des décalages qui sont particulièrement problématiques, je pense, sur la façon dont on se construit, sur la façon dont on grandit. Et donc, c'était important de montrer aussi des représentations un petit peu différentes pour venir oxygéner cette façon dont... Parce que quand on est petit, et voilà, on se construit avec les dessins animés qu'on regarde, les histoires que votre maman vous raconte, ce que vous voyez à la télé aussi, et la façon dont on raconte les histoires. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai cherché aussi dans ce livre à montrer comment est-ce que ces représentations, elles s'étaient régénérées. Il y a un exemple, moi, que j'adore, dont je parle dans le livre, c'est évidemment La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est au moment de sa sortie le plus grand blockbuster de Disney, il me semble, depuis sa création en termes de visionnage dans le monde entier. Et La Reine des Neiges, c'est quoi ? C'est, pour le premier épisode, une conclusion, une résolution où c'est non plus un prince charmant qui vient sauver sa princesse, mais la princesse qui se rend compte qu'elle est sauvée
par la puissance de l'amour que lui porte sa sœur. Et donc ça, pour des millions de petites filles qui vont regarder ce dessin animé-là, ça va les faire envisager un petit peu différemment les relations sororales qu'elles peuvent avoir soit avec leurs sœurs, soit avec leurs amis, et de se dire que l'aboutissement ultime et réussi n'est pas nécessairement le mariage, ils se marient avec beaucoup d'enfants, mais que ça peut être d'autres formes de solidarité féminine, et notamment celle-là. Et c'est vrai que ce dessin animé, alors il peut avoir plein de défauts, je ne vais pas dire que c'est une merveille, notamment dans la façon dont les petites filles sont représentées. On est encore dans quelque chose d'extrêmement caricatural. La blonde très jolie, la rousse très dynamique. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent évoluer de ce point de vue-là. Mais ce côté affirmation de la puissance féminine, et puis avec des personnages masculins un petit peu ridicules et subalternes, ça, je trouve que en termes d'évolution des représentations et donc des mentalités et de votre rapport au monde et à vous-même, c'est extrêmement salutaire. Ouais, puis c'était quand même en 2013, donc oui, tu le soulignes, on était avant MeToo, ouais, on était bien sûr, dans un changement de paradigme qui est arrivé. Aujourd'hui, on a des Disney qui sont, tu vois, avec Encanto, on a eu d'autres représentations, mais c'est vrai que c'était un peu le premier du genre. Ça a donné une impulsion, et la bonne nouvelle, c'est que ça a cartonné au box-office. Donc, ce qui veut dire que ces histoires-là, elles plaisent. Elles plaisent, bien sûr, elles ne sont pas repoussoires, et d'ailleurs, ce serait intéressant, parce que ça fait plus de 10 ans que le film est sorti, de voir un peu la génération Reine des Neiges. Est-ce qu'elle est plus sororale, plus féministe alors, c'est très difficile à mesurer, mais je suis convaincue que d'une manière ou d'une autre, ça a participé, même à une échelle infinitésimale, à l'évolution des conceptions. Pourquoi, à ton avis, les sœurs, elles font peur ? Alors, ça... l'assimilation, il y a plusieurs choses. Déjà, on a dit le phénomène des sœurs un petit peu redouté, c'est le nombre féminin, il est redouté. On a parlé de la dimension économique, mais il n'y a pas que ça. C'est pourquoi est-ce que dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à très récemment, on a voulu un petit peu enfermer les femmes, réduire leur pouvoir et donc empêcher leur nombre. C'était une façon de canaliser ce pouvoir-là et de continuer à assurer une forme de maîtrise sur les destins féminins. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, j'en parle dans le livre, l'assimilation des sœurs aux sorcières. Et là, ce sera intéressant quand on parlera de Charmed, parce que c'est le renversement du paradigme initial, mais les sorcières, et notamment si on regarde un petit peu dans les sources mythologiques, où on a des figures un petit peu de sœurs sorcières, ou dans la littérature, je pense à Macbeth, les 3 sorcières dans Macbeth, qui forgent un petit peu dans la représentation occidentale moderne ce à quoi ressemblent les sorcières, c'est-à-dire le chaudron, les ongles longs, les crapauds, etc. Ça a été un peu construit à ce moment-là. C'est 3 sœurs. Et donc, il y a la volonté aussi d'assimiler le collectif de femmes et le collectif de sœurs à quelque chose d'un peu repoussoir, et notamment passer un certain âge. C'est-à-dire que ce que je montre dans le livre, c'est que quand vous êtes sœur, enfant, adolescente, c'est un monde merveilleux. On l'a dit, les petites filles modèles, de douceur, ou même de sexiness, quand on pense aux sœurs Lisbonne dans Virgin Suicide, avec leurs grandes chevelures blondes un peu évanescentes, qui séduisent tous les garçons de leur collège et de leur quartier. Donc, nos imaginaires, ils sont très balisés des sœurs dans l'enfance et dans l'adolescence. Mais si vous vous évertuez à rester dans cet état de sœur passé un certain âge, c'est-à-dire l'âge où normalement on attend de vous que vous vous mariez, que vous ayez des enfants, si vous n'allez pas dans ces schémas-là et que vous faites le choix de continuer à fréquenter vos sœurs passé un certain âge et de ne pas avoir vous-même d'enfants, on va vous assimiler à des sœurs sorcières. Parce que finalement, quelle drôle d'idée de ne pas suivre les conventions et d'embrasser ce modèle-là. Et donc, je montre, c'est dans Sabrina, l'apprentie sorcière, vous savez, elle avait 2 sœurs sorcières. Bon, elles ne sont pas repoussantes, mais bon, on se dit, drôle de modèle quand même, qui n'était pas forcément le plus séduisant pour la jeune téléspectatrice de l'époque. C'est ce film Hocus Pocus, dont vous vous souvenez peut-être, où des vieilles sorcières de Salem réapparaissent un soir d'Halloween et essaient d'aller aspirer la jeunesse des jeunes filles du village. Donc il y a cette idée que si vous persévérez dans votre état de sœur passé un certain âge, vous êtes catalogué dans la rubrique sorcière. Et ça, voilà, et on diabolise un petit peu cet état-là. C'est fou, c'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte à quel point on est imprégné de ces images-là. Et comme tu dis, ça balise notre imaginaire et la représentation qu'on s'en fait, en fait.
Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a le plus marqué dans toutes les recherches, parce que tu as vraiment fait un travail de fond, de fouille archéologique, tu le dis, sur ces relations de sœurs? Déjà, c'est l'immense richesse de ce matériau-là. C'est-à-dire, moi, je m'embarquais, j'avais quelques idées en tête, bien sûr, les plus célèbres, les sœurs March, les sœurs Bonte, on en a parlé, les sœurs Kardashian, etc. Mais quand on entre dedans, en fait, il y a énormément de fratries de sœurs qui ont marqué d'une certaine manière l'histoire, la littérature, la culture, et qu'on a assez peu analysé, vu en tant que fratrie de sœurs. C'est-à-dire, par exemple, il y a un exemple que je trouve intéressant, que j'évoque dans le livre, qui me tient très à cœur, c'est Simone de Beauvoir et sa sœur. On a énormément parlé, disserté sur le féminisme de Beauvoir, à quel point il est essentiel dans le féminisme contemporain en France, mais pas que en France, un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on a assez peu abordé le poids qu'avait pu représenter sa petite sœur dans sa trajectoire féministe. Alors moi, c'est une interprétation, peut-être que je me trompe totalement, mais c'est une intuition et je pense que d'une certaine manière, elle est fondée. Un des premiers actes féministes de Beauvoir, ça a été de défendre sa sœur dans le foyer familial. C'est-à-dire que Simone, elle qui était une excellente élève, qui a passé l'agrégation, qui a tout de suite pu enseigner, voilà, ses parents lui faisaient confiance. Sa petite sœur Hélène, quand elle a voulu faire du dessin, c'était plus compliqué. Ses parents étaient assez réticents. Et ben, c'est Simone qui s'est battue pour que Hélène puisse pouvoir embrasser sa carrière d'artiste. C'est elle ensuite qui, avec son petit salaire d'agrégée, lui permettait de pouvoir acheter ses pinceaux, ses toiles et de louer son petit studio à Paris. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi de fondateur dès l'enfance dans leur relation qui je trouve vraiment, il faut relire Les Mémoires d'une jeune fille rangée et même La force de l'âge où elle continue un petit peu à parler de sa relation avec sa sœur. C'est d'une immense tendresse et en même temps c'est sans angélisme ou aspect trop mielleux. Jamais Simone de Beauvoir rentrera dans ces travers-là, mais leur relation, je la trouve extrêmement touchante et pour quiconque a des sœurs, elle est extrêmement juste et je pense qu'une part de son féminisme aussi s'est construit dès la cellule familiale avec cette volonté d'aider sa sœur et ensuite, d'ailleurs, avec des dynamiques qui ont pu s'inverser par la suite, avec aussi des travers, des jalousies, des moments de tension. Simone de Beauvoir a pu d'ailleurs être assez dure parfois avec sa sœur, dont elle a un petit peu condamné un certain nombre de ses choix de vie ou même son art à certains moments. Mais c'est vrai que moi, il me manquait dans le répertoire féministe contemporain des exemples de sœurs en tant que telles. Et c'est une des contributions, je pense, du livre, c'est de dire il faut réhabiliter aussi un certain nombre de ces exemples-là dans la grande histoire féministe dont on sait à quel point elle mérite continuellement d'être enrichie. Donc il y a ce modèle-là, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai découvert les sœurs Nardal dans le livre qui sont à l'origine de la négritude en France et dont on a un petit peu invisibilisé tout l'apport. Je pars aussi de Virginia Woolf et sa sœur Vanessa Bell, avec une dynamique un petit peu similaire de celle de Simone et Hélène de Beauvoir, puisque Virginia Woolf écrivait et Vanessa Bell dessinait, et quand elles étaient enfants, l'une écrivait des histoires et l'autre en faisait les illustrations. Et donc, il y avait cette créativité partagée dans l'enfance qui est quelque chose d'extrêmement salutaire et positif qu'il faut mettre en avant. Donc, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. C'est tous ces exemples que j'ai réussi à exhumer à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la pop culture, dans la littérature, dans le cinéma. C'est les remettre aussi dans cette grande histoire du féminisme contemporain. C'est vrai que tu le dis dans le livre, c'est qu'on a une grande tendance, notamment dans la sphère féministe, de parler de ses sœurs, mais ses sœurs de combat, en fait, d'idéologie, mais qu'on a complètement occulté la sphère intime, où il y a une vraie relation génétique ou de sang, ou même si c'est de demi-sœurs, et qui ont façonné finalement les femmes qui sont parties en lutte après. Bien sûr. Et alors l'idée, c'est surtout pas d'opposer les sœurs biologiques d'un côté, qui serait quelque chose de plus fondamental et de plus fort que les sœurs construites de l'autre. Au contraire, vraiment, je pense que là, il faut surtout pas être dans cette binarité-là. Et d'ailleurs, je dis sœurs biologiques, mais vous n'êtes pas forcément des sœurs biologiques. Vous pouvez être des demi-sœurs, avoir aucun rapport, des sœurs adoptées, peu importe. Mais c'est vrai que réinvestir cette réalité un peu primitive qu'était la relation de sœurs me semblait intéressant pour consolider en fait les relations de femmes. Et c'est vrai que c'est pas anodin. Si le MLF s'est emparé très vite de cette notion de sœur, alors
parlait pas vraiment de sororité, mais de sœur, dire voilà, tu es ma sœur. Et donc, ça veut bien dire qu'il y avait une référence implicite ou explicite à cet état-là, au même titre, comme je l'ai dit, que la fraternité s'est nourrie de la fratrie. Sauf que l'idéal de la fraternité, c'est pas l'idéal de la sororité. L'idéal de la fraternité, c'est un idéal qui s'est construit dans l'élan révolutionnaire, avec tout ce que ça implique comme caractère belliqueux, sanglant. Et donc, la sororité propose, c'est pas la négation de la fraternité, là non plus, je veux pas être dans quelque chose de trop caricatural ou dichotomique, mais ça propose autre chose. Et cette autre chose, il se comprend notamment, pas uniquement, mais notamment en regardant ce qui a pu se passer dans cette cellule qu'est la relation entre sœurs. C'est drôle parce que tu expliques dans le livre que tu t'y es mis tard à regarder les Kardashians. Et sous la contrainte. Pour pouvoir écrire le livre. Oui, parce que j'avoue que j'étais assez éloignée au départ de cet univers-là, mais j'ai découvert énormément de choses. Moi, je pense que j'ai beaucoup regardé plus jeune. Je pense que j'étais fascinée de voir des femmes, parce qu'il y en a, la plupart étaient déjà femmes, mener la barque, en fait. C'est ça que tu découvres en regardant les 20 saisons des Kardashians. Je dois reconnaître en toute humilité que je n'ai pas tout regardé, mais j'en ai quand même regardé suffisamment pour bien comprendre le phénomène que je veux surtout pas prendre à la légère dans le livre. Et effectivement, moi, la première chose qui m'a frappée avec les sœurs Kardashian, c'est l'inversion du paradoxe de la multitude que je décrivais tout à l'heure. Les sœurs Kardashian, elles auraient pu toutes faire carrière, en réalité, et elles le font aussi d'ailleurs, toutes seules. Elle pourrait se dire on n'a plus besoin du groupe, du collectif, mais en réalité c'est ce collectif-là qui les a forgées et qui les a rendues puissantes. Et c'est vrai que les voir évoluer tout ensemble à travers les années, parce qu'on est quand même là sur une grande saga de 15 ans. Voilà, de 15 ans. Les plus jeunes, Kendall et Kylie, on les découvre, elles sont même pas adolescentes. Ah non, elles sont enfants, elles sont vraiment enfants, elles sont toutes petites. Et d'ailleurs, je pense, petit point à part, que ça a dû très dur quand même de se construire comme ça sur les yeux des caméras, vos premières règles, vos premiers chagrins d'amour. Enfin, il peut y avoir un petit côté voyeur qui, je pense, a pu être extrêmement préjudiciable pour ces jeunes femmes, même si elles ont l'air de plutôt bien s'en sortir aujourd'hui. Et il y a plein de défauts chez les Kardashian sur ce qu'elles renvoient de la féminité, etc. Donc, je veux surtout pas passer ça sous silence. Mais cette capacité qu'elles ont eue à créer une dynastie, un empire sur leur image, un empire qui est un petit peu virtuel en quelque sorte, parce que c'est l'imaginaire Kardashian, c'est cette marque Kardashian, c'est ce K majuscule tout puissant qu'elles incarnent dans cette espèce de gynécée moderne où les hommes, là encore, ont un rôle totalement subalterne. Le père d'un côté qui fait les machines, qui a jamais vraiment voix au chapitre, parce que c'est la mère toute puissante qui finalement a le plus de pouvoir dans la relation parentale. Il y a un frère aussi qu'on oublie, qui a même pas un prénom avec un K, comme si... Le prénom du père. Voilà, il avait été un petit peu marginalisé de l'empire du K des Kardashian. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, alors il y a une forme de vulgarité, il y a plein de choses qui vont pas dans les Kardashian, mais il y a aussi cette capacité de faire comprendre à plein de petites filles, de jeunes femmes qui les regardent, qu'il peut y avoir une puissance au féminin, qu'on peut construire des empires quand on est des femmes, qu'on peut être entrepreneuse, qu'on peut avoir plein d'idées aussi farfelues soient-elles et faire en sorte qu'elles y arrivent. Alors je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais quand on est encore dans notre dialectique, voilà, imaginaire, représentation, est-ce que ça projette, il y a un peu de bon là-dedans, et c'est ce que j'ai voulu, à travers le visionnage de certains des épisodes, démontrer. On n'est pas obligé de commencer par une sextape, c'est vrai. Non, voilà. Précisons-le, c'est important. Tu le dis, il y a une confiance en elle qui est très puissante. Ça, il y a aucun doute en fait sur leurs ambitions, sur ce qu'elles ont envie de faire et comment elles le mènent. Donc ça, c'est très important dans la représentation de ce que ça veut dire. C'est les anti-petites filles modèles. Ouais. Et alors, bien sûr, il faudrait trouver un équilibre entre les deux, parce qu'il ne faut pas sombrer ni dans un excès ni dans un autre. Mais je pense qu'il faut avoir connaissance que les deux existent et qu'il y a eu ce petit idéal docilité d'un côté et puis son exact opposé de l'autre, et réussir à se construire entre ces choses-là et ne pas avoir un seul et unique modèle qui vous guiderait dans la vie. Et de toute façon, les sœurs Kardashian, c'est la sororie la plus puissante au monde. Voilà, franchement, on peut pas faire mieux. Et puis on ne sait jamais, Kim a peut-être même des velléités un petit peu plus politiques aujourd'hui. Elle embrasse une carrière d'avocate, elle essaie aussi de s'imposer une légitimité nouvelle en dehors de la superficialité dans laquelle, à juste titre d'ailleurs, on l'a souvent enfermée.
Mais voilà, c'est un empire économique aussi. Ouais, on ne peut pas réussir si on n'est pas intelligente comme elles le sont. Bien sûr, je pense qu'elles sont loin d'être idiotes. Oui, voilà, c'est ça. Et comme tu dis, Kylie Jenner qui est devenue la première milliardaire. C'est quand même pas rien. Non, c'est vrai. Et tu donnes donc après l'exemple dans le sport notamment, donc tu parles de Laure Manodou avec Florent Manodou, du fait qu'on a toujours voulu donner à Laure un sentiment de jalousie envers son frère qu'elle ne comprenait pas, mais qu'on n'a jamais posé la question dans le sens inverse à son frère. Exactement. Alors, j'ai essayé de m'intéresser à la façon dont on traitait différemment les relations frère-frère, les relations sœur-sœur et les relations sœur-frère. C'est-à-dire quand on parle des sœurs Williams, alors évidemment il y a de la rivalité parce que quand elles s'affrontent sur un terrain de tennis, il y a de la rivalité, c'est le match. Mais ça allait plus loin que ça. Et notamment dans une rivalité qui serait entretenue par le père, qui jouerait un rôle un petit peu confus dans cet équilibre-là. Et on a voulu aussi, au-delà de la rivalité sportive qui était parfaitement légitime, prolonger cette rivalité-là sur le plan familial, émotionnel, alors que c'était deux sœurs qui étaient extrêmement soudées et qui, comme toutes les fratries, ont été confrontées à des problèmes, à des difficultés, à des disputes. Ça, c'était évident. Et c'est vrai que jamais on a demandé à Florent Manodou s'il était jaloux de sa sœur. C'était inconcevable. Un homme n'est pas jaloux de sa sœur. C'est pas possible. Quand je regardais aussi un petit peu les frères Karabatic dans le handball, c'est ça, je me trompe pas. Jamais on demande à l'un s'il est jaloux de l'autre. La question se pose même pas. Il n'y a pas de rivalité. C'est pas dans ces termes-là qu'on adresse les questions. Alors que deux sœurs, ou effectivement une sœur aussi à l'égard de son frère, on va appréhender la question de façon différente. Et ça montre qu'il y a des stigmates et des inégalités dans la façon dont on conçoit les rapports entre sœurs et les rapports entre frères. Et puis, quand tu parles des sœurs Williams, elles ont beaucoup bousculé le milieu du tennis, elles ont beaucoup dérangé. Tu parles en plus de deux sœurs qui sont exceptionnellement douées, qui ont un peu trusté tous les grands chelems à une époque, et deux sœurs en fait qui n'ont jamais fonctionné l'une sans l'autre. Tu expliques bien que elle dégringole au classement quand Serena dégringole au classement quand Vénus n'est pas bien, que c'est elle qui la remonte. Donc on a toujours tendance à vouloir opposer deux sœurs au lieu de se dire que c'est un moteur. Exactement, et donc ça c'est fou parce qu'on le fait aussi dans la réalité. C'est-à-dire que là on a beaucoup parlé de fiction, de représentation, mais il y a un autre exemple que je mentionne dans le livre, c'est Kate et Pippa Middleton. C'est-à-dire, souvenez-vous, le jour du mariage de Kate Middleton, toutes les caméras au bout de 5 minutes se sont braquées sur la sœur, et d'emblée la presse, alors on sait à quel point la presse people anglaise, britannique peut être d'une intransigeance et d'une vulgarité parfois un peu crasse, mais là c'était vraiment laquelle des deux a le plus beau bronzage, laquelle des deux était le plus aimée par son père, qui a le tableau de chasse le plus haut, et tout de suite on a voulu les opposer l'une à l'autre. On commentait d'ailleurs que les fesses de Pippa parfaitement moulées dans sa jolie robe, et ça aussi c'est assez affligeant de relire la façon dont cet épisode-là a été vécu au moment du mariage, et dont l'attention a été totalement détournée du mariage princier qui était peut-être considéré un petit peu trop sage, un petit peu trop attendu, et donc on a voulu se jeter sur la chair fraîche qu'on a tout de suite positionnée dans des dynamiques de rivalité avec son aîné. Et tu trouves que ça change? Ça, c'était 2013, leur mariage, c'est quoi, 2013, 2011, quelque chose comme ça, début des années 2010. On est quand même en 2025. Est-ce qu'on continue avec ce discours d'opposition où on arrive un petit peu mieux à valoriser une relation J'ai le sentiment quand même que les choses évoluent, mais encore une fois, rien n'est jamais acquis. Les choses évoluent dans le champ des représentations. Moi, je trouve qu'il y a des choses vraiment très stimulantes aujourd'hui. Moi, il y a une série que je mentionne, que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu l'as vue, qui s'appelle Fleabag. Non, je l'ai noté vraiment, alors pour plein de raisons, qui est une série formidable, redoutablement drôle, avec donc ce personnage de Fleabag. Ça a été adapté un petit peu en France. oui, c'est Camille Cotin. Oui, voilà, c'est pas du tout la même chose, mais c'était un petit peu ça, l'idée d'avoir un peu des faces caméra, d'un personnage féminin très indépendant, très baroque, très très drôle, très acerbe aussi. Et donc ça, c'est un petit peu le thème général. Donc ce portrait de femme qui a la trentaine dans une grande ville, avec beaucoup de cynisme, d'humour noir, qui déconstruit les canons de la féminité en règle générale. Mais à côté, parce que c'est souvent dans les interstices que se nichent les relations entre sœurs, il y a la relation avec sa sœur Claire. Et vraiment, je trouve qu'elle est d'une justesse. Elle est un peu les anti-petites filles
fille modèle parce qu'elle montre à quel point voilà, il peut y avoir un peu de vulgarité, de l'humour entre sœurs, que tout n'est pas lisse, parfait, rose. Mais il y a aussi une immense tendresse. Alors, je ne veux pas spoiler pour celles et ceux qui nous écoutent la série, mais vraiment, il y a des moments, je trouve, d'une immense intensité dramatique qui se joue avec sa sœur, à la fois dans de la grande complicité, à la fois aussi dans des grands moments de dispute. Et ça, s'attaquer à cette réalité-là, la montrer avec lucidité, avec réalisme, ça, je trouve que c'est extrêmement salvateur et j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vu à regarder cette série. Il y a d'autres choses, je pense notamment à un livre que j'ai beaucoup aimé, que je mentionne dans l'ouvrage, qui s'appelle La petite dernière de Fatima Das. Pareil, qui elle aussi vient réinvestir un petit peu cette figure très normée, très stéréotypée de la petite dernière. Et là aussi, elle raconte son équilibre et sa jeunesse avec ses sœurs. Moi, ça me parle énormément, où elle raconte les soirées qu'elle passe à regarder Charmed, parfois en cachette, ce qui était notre cas avec mes sœurs et moi. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique. Et donc ces représentations, elles évoluent. Il faut qu'elles continuent à évoluer. Il faut que la fiction soit de plus en plus créative et admette ces duos, trios, quatuors de sœurs qui sortent un peu des stéréotypes où les deux sœurs que tout oppose, la gentille et sérieuse et puis le torchon la délurée. Voilà. En fait, il faut qu'on arrête d'enfermer les sœurs dans ces stéréotypes-là et qu'on ait le courage et l'audace de montrer un petit peu ces relations différemment. Et donc oui, c'est par ce biais-là que les choses évolueront. Après, moi, je suis très heureuse. Le livre est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Je reçois pas mal de témoignages de sœurs qui disent que le livre les a touchées. Donc, il y a aussi, ça vient répondre et plein de femmes aussi qui témoignent, qui disent bah oui, non, moi, ma relation avec ma sœur, elle est loin des stéréotypes du genre et ça fait du bien de voir qu'effectivement, cette relation-là, avec ses particularités, elle est aussi vécue autrement par plein d'autres femmes et ça, c'est quelque chose d'assez stimulant. Je sais pas si tu l'as vu, cette série sur Apple TV qui s'appelle Bad Sisters. Non, je l'ai pas vue. C'est une série irlandaise avec 4 sœurs qui commettent un meurtre et qui j'en ai entendu parler. C'est très drôle, c'est pas du tout cynique. Et je trouve que là, la relation des sœurs, elle est... Parce qu'on sent les tensions, on sent les inimités, mais on sent aussi cette solidarité qui est hyper forte. Donc c'est vrai que t'as raison, on commence dans la culture pop à changer. Il y en a une autre aussi qui est géniale, qui s'appelle The Split. J'en parle pas dans le livre parce que j'arrivais pas très bien à trouver un endroit et puis je pouvais pas tout mettre, sinon ça allait faire catalogue de références, ça allait être indigeste. Si vous voulez Mais The Split, c'est des sœurs avocates à Londres, et c'est super. C'est une série britannique qui est sur Arte, je crois, et qui est vraiment très très chouette et qui montre aussi la complexité de ces relations-là. Et c'est très émouvant, c'est très intelligent, c'est vraiment très bien. Tu vois, on donnera les petites références si vous avez envie de regarder des séries captivantes sur les sœurs. Ça m'amène à ce sujet dont tu parles en fin de livre, parce que on visionne très bien des sœurs très proches, qui sont solidaires dans l'enfance, l'adolescence. En revanche, en partie adultes, là, comme tu dis, il y a des attendus, se marier, avoir des enfants, faire famille ailleurs, et donc des relations qui se distendent entre sœurs. À quoi c'est dû toute cette aussi mauvaise représentation de ce que c'est la sororie adulte? Ça se base déjà sur une réalité assez concrète. Moi, j'ai trouvé dans le livre, je le mentionne, une étude qui avait été faite par des sociologues dans les années 60 où ils prédisaient que un des schémas sociaux qui deviendrait prédominant, ce serait, dans les années 2000, ce serait les relations entre germains. Alors là, il ne s'agit pas uniquement de sœurs, mais frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils disaient, ces sociologues à l'époque? Ils disaient, avec la montée en puissance de l'individualisme et la baisse de la fécondité, c'est-à-dire on fait de moins en moins d'enfants et puis on est des sociétés de plus en plus individualistes, c'est ce schéma-là qui va devenir un petit peu le nouveau noyau des sociétés modernes, parce que vous avez tous les avantages de la famille, parce que c'est un lien qui est quand même organique, biologique, donc il a cette robustesse-là par le sang, par la peau, mais il est délesté de toutes les contraintes de ces relations. Il n'y a pas de hiérarchie comme vous pouvez avoir dans la relation parent-enfant, et il a tous les avantages de la relation amicale, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus horizontal, sans règles, sans dogme, et donc il prédisait un peu ça. Alors, il y a eu effectivement peut-être une augmentation de l'individualisme dans nos sociétés, une baisse de la fécondité, on le voit d'ailleurs en France récemment encore. Mais par contre, ce modèle de sociabilité entre germains, entre frères et sœurs, il n'a pas du tout prospéré comme on le prédisait à l'époque. Et il y a quand même le schéma patriarcal de la famille, des enfants, qui a continué à prospérer. Et je ne le condamne pas du tout, c'est formidable. Il y a plein de gens qui sont épanouis dans ces relations-là. Et évidemment que ceux qui ont envie de se marier et avoir des enfants, il faut qu'ils continuent à le faire. Mais on n'a pas
véritablement ouvert de place à des schémas alternatifs où, non, vous n'avez pas envie de vous marier, vous n'avez pas d'instinct maternel qui vous vient et vous n'avez pas envie de fonder une famille, mais on continue à regarder soit avec condescendance, tristesse, soit avec une forme de jugement moral, ceux qui s'éloignent de ces schémas-là. Et ça peut être d'ailleurs le choix de vivre avec vos sœurs. Moi, j'ai quelques lectrices qui m'ont écrit pour me parler de ce choix-là qu'elles avaient fait et qui effectivement suscitait beaucoup d'incompréhension de la part de leur entourage, alors même que pourquoi pas en réalité vivre avec vos sœurs si c'est un choix, que vous les adorez, que vous avez des liens fusionnels avec elles, que vous avez sûrement passé déjà 20 ans à le faire. Oui, pourquoi pas, pourquoi c'est quelque chose dont on parle si peu et de même vivre avec vos amis, en fait l'amitié subit aussi le même sort que les sœurs, c'est-à-dire que l'amitié, c'est un truc d'enfant, d'ado, quoi. Vos amis, c'est les potes, c'est un truc de jeune adulte, un peu immature jusqu'à 30 ans, mais après, les potes, bon, c'est sympa, mais il faut passer à autre chose, quoi. Faut rentrer dans la vie sérieuse, dans la vraie vie. Non, en fait, des amitiés, moi, j'ai des amitiés qui sont d'une robustesse, d'une solidité qui, je pense, égale, même parfois supérieure à certains liens que je peux avoir avec des gens de ma famille plus éloignés. Et ces liens-là, je pense qu'il faut encore... Il y a un travail. Hein. Là, vraiment, ces 18 derniers mois, il y a un nombre absolument pléthorique de livres géniaux qui ont été publiés sur l'amitié, sur l'importance de ces liens-là, sur l'intérêt aussi qu'on a à les valoriser, à envisager d'autres formes de modèles de vie communautaire qui ne soient pas uniquement centrés sur le modèle familial. Mais c'est vrai qu'il y a encore un travail de réhabilitation qu'il faut mener. Il faut sortir de ce truc, c'est les 3 vieilles filles acariâtres qui n'ont pas trouvé de mec et donc qui vont vivre toutes seules. Non, en fait. C'est voilà, et les c'est pas ça, on nous inflige pas ça, c'est pas une punition, ça peut être un choix délibéré et ça peut être source de beaucoup d'épanouissement personnel. Et du coup, tu parles dans le livre de cette figure des vieilles tantes, des tantes. Bien sûr, oui, et ça aussi, c'est cette idée qu'il y a souvent dans les familles la tante sans enfant. Et pareil, là, il y a une espèce de condescendance où on dit « Ah, la pauvre, c'est elle qui est la vieille fille, etc. » Et alors que moi, je parle d'une de mes tantes en particulier, qui était la petite sœur de ma mère, que j'adorais quand j'étais enfant, qui était précisément, dont j'adorais la liberté, la féminité. Et c'était pas grave pour moi qu'elle n'ait pas de mari et pas d'enfant, mais très vite, il y a eu cette petite idée qui s'est instillée qu'elle avait rater quelque chose. Et donc, c'est cette lecture de la vieille tante sans enfant, je trouve ça extrêmement délétère comme façon de voir les choses, alors même que c'est des figures souvent extrêmement importantes dans la vie des petites filles et des adolescentes, et que ce rôle de tante aussi, on devrait pouvoir le réinvestir et pas se dire « c'est la pauvre de la famille qui n'a pas eu la chance de se marier ». Non, il y a des places absolument génial qu'il faudrait qu'on arrive à réinvestir. Et à revaloriser. Et à revaloriser complètement. Comme par hasard, souvent, c'est le travail des femmes de l'ombre. Ouais. Parce que tu dis, j'aime bien, tu cites Elisabeth Gilbert, qui dit qu'il y a 3 catégories de tantes ou de femmes, je ne sais plus ce qu'elle dit, celles qui veulent des enfants, celles qui savent qu'ils n'en veulent pas mais qui veulent être présentes, et celles qui ne devraient jamais s'approcher d'enfants. C'est ça, et donc il y en a qui... On ne devrait pas stigmatiser qui que ce soit. C'est ça, et il y a des tantes qui sont très heureuses, c'est parce que vous n'avez pas eu d'enfants que vous détestez les enfants. Enfin, c'est monstrueux comme vision des choses. Vous pouvez avoir énormément d'affection pour les enfants de vos frères et sœurs, pour les enfants de vos amis, avoir envie de vous en occuper, mais vous, reconnaître que ça vous parlait pas, et donc il y a ce truc très caricatural de c'est ça, on regarde d'un mauvais œil un peu la femme qui a pas enfanté, et ça je trouve qu'il faut y ait beaucoup de choses à réexpliquer de ce point de vue-là, à déconstruire, exactement. Dans le livre, donc, tu parles pas mal de Charmed, que vous regardiez en cachette avec tes sœurs. C'est vrai que je me rends compte, tu étais jeune en fait quand tu regardais Charmed. J'avais, je pense 10, 12 ans, parce que ça a évolué jusqu'à 14, 15 ans, je sais même plus. Moi, je pense que j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Et c'était intense quand même, il y a des histoires... C'était pas pour les petites filles. Non, mais pour le coup, voilà, là, encore une fois, une première représentation où j'ai eu... le miroir qu'on me tendait, il était quand même plutôt génial, parce que, alors certes, elles avaient affaire à, dans leur quotidien, des problèmes de travail, leurs problèmes amoureux, mais
leur vocation intrinsèque, c'était quand même de combattre les forces du mal. Et les forces du mal étaient très souvent incarnées par des hommes. Donc on voit, il y a quand même une métaphore à peine dissimulée sur les rapports hommes-femmes. Et ça, oui, quand même, quand vous êtes une jeune préadolescente, d'avoir ce miroir-là, où là encore, c'est une série dont les personnages principaux sont exclusivement des femmes, où là aussi il y a des personnages masculins, mais un petit peu plus marginaux. Je pense notamment à l'ange gardien ou à tous leurs amants slash ennemis qui vont se succéder d'une saison à l'autre. Donc pour moi, il y avait quelque chose d'assez... on se projetait en elle. Mais avec mes sœurs, on a fait des jeux de rôle sans fin où ma grande sœur était Prue, moi j'étais Piper, ma petite sœur était Phoebe. Et puis quand Prue est décédée, je suis devenue Phoebe, qui en plus c'est mon personnage préféré. Donc ça a été un grand moment d'enthousiasme pour moi. Et avec l'arrivée de Paige, c'est ma petite sœur qui a pris son rôle. Donc ça, c'était quand même assez formateur. Alors là encore, il y a plein de défauts dans Charmed, sur les stéréotypes, sur la féminité, etc. Mais elles incarnaient, encore une fois, cette puissance du féminin, cette puissance du nombre, cette filiation aussi de mère en fille qui se transmettait des pouvoirs, ce grimoire dans le grenier. Et il y avait quelque chose là, je trouve, d'extrêmement vivifiant pour des petites filles. C'est vrai que quand je réfléchis à tous les exemples que tu donnes, on est aussi sur une vision très blanche de la sororité et dans la culture populaire. Oui, complètement. On met pas du tout en avant des sororités. C'est pour ça que moi je parle des sœurs Nardal, dont j'ai parlé, vraiment les pionnières de la négritude, les sœurs Kardashian dans une certaine mesure, qui échappent à ça, que j'ai aussi. C'est pour ça que j'ai insisté aussi pour parler de l'Inde et de mentionner un certain nombre d'exemples de ce point de vue-là. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que les exemples que j'ai cités, les petites filles modèles jusqu'à la Reine des Neiges, on reste quand même sur des choses. Donc, c'est peut-être ça la prochaine étape. C'est aussi ouvrir à d'autres formes de sœurs et que ça puisse parler. Qui nous inspirent aussi. Mais il y en a, Fatima Das, dans son livre, elle se décrit aussi comme une beurette, je ne sais plus quel est le mot qu'elle utilise. Donc, montrer aussi qu'il y a plein de choses et plein de réalités qui appartiennent à des cultures différentes. Là, je suis en train de dévorer le dernier, Leila Slimani, où c'est aussi une histoire de sœurs, Inès et Mia, qui grandissent dans le Maroc. Et il y a beaucoup cette idée, ce rapport à l'identité compliquée entre les origines françaises lointaines et puis la culture marocaine, etc. Donc ça aussi, on est tous des brassages de plein de cultures différentes. Et il faut qu'on arrive aussi à intégrer cette donne-là dans cette réflexion sur la sororité et sur les sœurs. Alors, j'ai une dernière question pour terminer cet entretien que je trouve passionnant. C'est que tu expliques, toi, que ton désir de non-enfant, ça prend place dans cette sororie, si je le dis comme ça, que tu as vécu avec tes sœurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Absolument. Alors, je suis toujours très prudente quand j'en parle, parce que je me dis, on ne sait jamais si j'ai des enfants un jour qui m'en veuillent d'avoir tenu ces propos-là. Mais aujourd'hui, effectivement, moi, je n'ai pas de désir d'enfant. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie aujourd'hui de mes plans de vie, de mes rêves, de mes aspirations. Et une des raisons, selon moi, c'est toujours là, il y a tellement de paramètres conscients, inconscients qui sont en jeu que c'est très difficile d'en isoler un en particulier. Mais c'est que ma proximité avec mes sœurs, la relation qu'on a aujourd'hui, elle est tellement riche que l'injonction pour moi à faire des enfants, ce serait en quelque sorte dévaloriser cette relation qu'on a ensemble. Et ce serait dire finalement, ce que tu vis avec tes sœurs, c'est transitoire. C'est une forme de préparation à un état qui sera plus intéressant, qui sera ton véritable aboutissement en tant que femme, qui sera la maternité et tes propres enfants. Et donc, moi, en tout cas, aujourd'hui, du fait de notre proximité en âge, et on arrive à un âge où on est jeunes adultes et où les relations sont totalement différentes, elles sont infiniment plus matures. Si vous voyez parce que vous avez envie de vous voir. Vous voyez plus parce que vous êtes contrainte à dormir dans le même lit ou à être assis sur la même banquette arrière d'une voiture. Et ça, c'est vrai que moi, je suis encore tellement attachée à ma famille d'origine que je n'arrive pas encore à envisager, peut-être que ça viendra, que je ne veux pas être trop définitive et catégorique sur ces sujets-là qui sont trop sérieux pour être caricaturaux, mais à ce stade, je sais que ce lien-là, il est encore tellement vif et puissant
que je ne ressens pas le besoin de créer, même si ce serait un désir un peu mimétique de recréer ce que j'ai vécu. Je considère que ce que j'ai vécu est tellement puissant déjà et que c'est une chance parce que, bien sûr, je ne veux pas idéaliser la relation entre sœurs et je sais que dans beaucoup de fratries, et j'ai eu aussi des témoignages qui allaient dans ce sens-là, ça peut être des relations qui sont compliquées, défaillantes, voire qui provoquent d'immenses souffrances. Mais moi, dans mon cas, c'est un passage qui est vraiment très personnel et je ne veux surtout pas en tirer de généralité, mais dans mon cas, c'est un peu la conclusion que j'en tire, c'est que cet état-là, je ne veux pas considérer qu'il est juste transitoire et qu'il me prépare à devenir une mère formidable un jour. Et je veux pouvoir lui redonner toute sa force et toute sa place dans ma vie en l'envisageant comme quelque chose d'autonome, de singulier et de puissant. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu écrire dans ce chapitre-là. Je comprends. Non, mais je trouvais que c'était hyper intéressant parce que je ne l'avais jamais lu ailleurs ou compris dans ces termes-là. Mais c'est aussi hyper chouette d'avoir des enfants avec sa sœur. J'ai une petite sœur et c'est vrai que c'est vraiment cool d'être ensemble dans cette aventure-là. C'est aussi une autre dimension de la relation des sœurs, mais j'entends tout à fait ce que tu dis. Et c'est important d'entendre que des femmes n'ont pas ce désir-là. Bien sûr, c'est pas un tabou. Non, et que tu vois, je te reçois dans un podcast qui s'adresse aux parents et qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Il suffit que ce soit un de tes choix. Merci. Est-ce que tu penses qu'on a... Je pense, non, et merci, parce que c'est rare d'avoir l'occasion d'avoir des conversations aussi riches et approfondies. Et encore, il y a tellement d'exemples, il faut m'arrêter à un moment donné. J'avoue que je ne suis pas allée trop sur l'ancien temps. On s'est arrêté sur la culture d'aujourd'hui, parce que on est de la même génération et que mes auditeurs aussi et auditrices sont de notre génération. Mais vraiment, je trouve que c'était passionnant à lire et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, écoute, tant mieux. Moi, j'en apprends encore tous les jours. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'écrivent, me disent « Ah, tu n'as pas parlé de ces sœurs-là. » Je dis « Ah, mon Dieu, il faudrait 12 tomes pour les faire toutes rentrer. » Mais c'est une histoire qui est passionnante et qui est sans fin et que je continuerai à investiguer. Mais donc, tes top 3 des séries, ce serait Fleabag, The Split. Voilà, dans les séries un peu récentes qui parlent des sœurs, Fleabag, The Split, et mince, c'était laquelle la troisième? Je sais plus. On va se cantonner un top 2 sinon. Oui, c'est toi de après, ce qui t'a marqué. Il y en a plein d'autres, on en a parlé, mais là, les deux récentes, vraiment avec des relations de sœurs intéressantes, c'était... Ah non, il y en a une dernière, je vais te retrouver le nom. C'était une mini-série sur Arte, une fille qui est actrice et il y a aussi une relation avec sa sœur. Je vais essayer de te la retrouver. Loulou, je crois, quelque chose comme ça. Loulou, ok. Ouais, je note. Je retrouverai la référence. Et moi, je vous ajoute Bad Sister, qui est vraiment chouette. Super, trop bien. Merci beaucoup, Blanche. Merci à toi. À bientôt, salut.